portefeuille. C'est vrai, alors on a Tesla qui recule de 6,5%, alors que le Bitcoin recule de quasiment 15%, sous les 47 000 $, parce que Tesla, en effet, a décidé d'utiliser le Bitcoin aussi pour sa trésorerie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça y est, le ver est rentré dans le fruit à travers Tesla, c'est-à-dire que les crypto-monnaies sont adoptées par un nombre croissant d'entreprises, ce qui pour le marché pourrait, c'est la question que je vais vous poser, Grégory, éventuellement en accroître la volatilité. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, interpréter aujourd'hui la chute de Tesla en même temps que celle du Bitcoin? Malheureusement, vous avez assez raison, parce que c'est une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais qui est donnée ce matin par certains analystes de Wall Street en disant, à cause de ce mouvement de Tesla qui achète des bitcoins, maintenant on va regarder Tesla comme un substitut du bitcoin quand on investit dans Tesla, en pensant beaucoup moins au fait qu'ils sont le leader des voitures électriques. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est vrai que grâce à Bitcoin, Tesla avait gagné beaucoup d'argent, puisqu'à un certain moment, ils avaient gagné plus d'1 milliard de dollars. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que Tesla, si vous enlevez ce milliard de dollars de gains de Bitcoin, vous vous trouvez face à une compagnie qui gagne de l'argent, surtout grâce aux crédits qu'elle revend, des crédits contre la pollution atmosphérique. Donc, je ne dis pas que le roi est nu, je pense que Tesla, qui était une action momentum très importante, va se stabiliser, les gens vont revenir dessus, mais tant qu'on va juger Tesla comme étant un substitut au cryptocurrency, ça va être très difficile, parce que évidemment le Bitcoin, c'est pas nouveau, c'est énormément de volatilité. Alors si vous rajoutez la volatilité du Bitcoin à celle de Tesla, qui était aussi une action à forte volatilité, double volatilité, ça va faire des mouvements très importants sur Tesla. Et on l'observe aujourd'hui, par exemple. Pendant ce temps, Wall Street a une oreille tendue vers le Congrès américain et la Chambre du Sénat, où Jérôme Powell est en train de s'exprimer, le président de la Fed, devant une commission du Sénat, donc, et il s'exprime notamment sur l'inflation, en expliquant que pour l'instant, l'inflation reste molle. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours du président de la Fed face aux risques inflationnistes, aux risques de hausse des taux obligataires, Grégory? Le gros problème, c'est que de toute façon, on sait que Jérôme Powell souhaite un retour de l'inflation. Il souhaite que l'inflation dépasse l'objectif de la Fed de 2%. Et à la limite, ce qui inquiète les marchés, c'est que puisqu'il est dans cet état d'esprit, et il est la colombe des colombes, qui travaille main dans la main avec Janet Yellen, qui est encore plus colombe, si on peut dire, puisqu'il est dans cet état d'esprit, les anticipations d'inflation, on le voit sur les taux longs, sont en train d'augmenter, surtout avec l'arrivée assez prochaine, d'ici 2 ou 3 semaines, d'un plan d'aide à l'économie de 1,9 trilliard de dollars. Donc le risque, c'est non pas que Powell déçoive les marchés, au contraire, là, il aide un peu les marchés. On a vu les marchés revenir un peu quand il a dit qu'il regardait justement que le marché de l'emploi était encore extrêmement fragile, qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc en fait, il va rester dovish, la liquidité va rester, et ça devient peut-être le problème des marchés. C'est ça qui est assez contradictoire. On a expliqué que les marchés montaient pendant des années grâce à la liquidité. Maintenant, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire les marchés baissent à cause de la liquidité. Ça, c'est la beauté et la sémantique des marchés financiers. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas attendre beaucoup de Jérôme Powell, malheureusement, aujourd'hui, si ce n'est, espérons-le, de calmer un peu les esprits. On est encore loin, et il le dit, de l'inflation, de la vraie inflation, on en est loin. Et de toute façon, l'économie aux États-Unis est appelée à augmenter très fortement cette année. Entre 5,5 et 6% sur le premier trimestre de croissance, c'est énorme. Et que donc, pourquoi je dis ça? C'est que même si les actions ont l'air chères, si l'économie augmente de 5,5 ou de 6%, les profits vont suivre. Et ça va soutenir quand même les marchés. Donc je crois, il ne faut pas crier au loup, c'est pas la fin du monde aujourd'hui, c'est une correction assez saine. Powell n'essaye pas de stabiliser les marchés, mais on sait qu'il va rester dovish, ce qui devrait être quand même, une fois de plus, toujours utile au marché, qui a toujours besoin, évidemment, de liquidité. Jérôme Powell qui continue de s'exprimer, qui réaffirme donc en effet que la Fed maintiendra des taux proches de zéro jusqu'au retour, dit-il, au plein emploi et jusqu'à ce que l'inflation soit en passe de dépasser légèrement l'objectif de 2% pendant un certain temps. Et on n'y est pas. C'est ce qu'explique donc Jérôme Powell. Ce qui explique donc que la Fed reste très accommodante. Pendant ce temps, vous avez évoqué le plan de 1 900 milliards de dollars, toujours en discussion.
l'administration est toujours pas adopté, ce plan de 1900 milliards pour soutenir l'économie américaine. Il y a encore des points d'achoppement entre les différents acteurs de ce futur plan de soutien, Grégory? Absolument. Donc ce plan, il a été voté à la Chambre des représentants. Maintenant, il est dans les mains du Sénat. Or, on sait qu'au Sénat, il y a 2 sénateurs démocrates qui ne sont pas contre le plan, mais qui sont contre un élément du plan, qui est la hausse du salaire minimum à 15 $. Ils disent c'est trop rapide, ça va être négatif pour les entreprises. Or, si ces 2 sénateurs ne votent pas le plan, il passe aux oubliettes. Alors évidemment, les démocrates vont négocier entre eux. Pour le moment, Joe Biden, qui est très intelligent, il ne faut jamais l'oublier, il espère une chose. Il espère qu'en fait, ces 15 $ de salaire minimum ne peuvent pas rentrer dans ce qu'on appelle le processus de réconciliation, donc dans le processus budgétaire. Il espère que les règles du Sénat empêcheront tout simplement ces 15 $ de rentrer dans le projet de loi, ce qui résoudrait très facilement la question. Maintenant, si ces 15 $ sont quand même dans le projet de loi, on pense que les 2 sénateurs vont quand même mettre de l'eau dans leur vin. Si ces 15 $, c'est pas pour demain, mais peut-être avec une échelle graduelle, monter le salaire minimum 12, 13, 14, 15 au cours des années. Donc je pense le plan va passer. Les démocrates ont beaucoup trop à perdre de s'y opposer, mais c'est dans les mains du Sénat et ça va prendre certainement quelques jours de débat assez animés, avec évidemment en face les républicains qui se frottent les mains. Chaque jour, Grégory, vous apportez également à nos auditeurs, téléspectateurs, une idée, un conseil, une recommandation d'investissement avec toujours un horizon, un moyen long terme. Aujourd'hui, vous êtes boule, donc plutôt à l'achat sur un SPAC, une fois n'est pas coutume. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, absolument. Je ne sais pas si vous l'avez mis sur l'écran, puisque le titre devrait baisser en ce moment entre 35 et 40%. Pourquoi je suis à l'achat dessus ? Ce SPAC, qui est donc une compagnie qui maintenant va fusionner avec Lucid, qui est un fabricant de voitures électriques, et va être introduite sur les marchés, ça va être un nouvel entrant dans la voiture électrique pour faire compétition justement à Tesla. Il faut savoir que pour le moment, à part Tesla, vous n'avez pas d'autres constructeurs de voitures électriques. Il y a Nikola, mais c'est des camions. Donc Lucid, ça va être des voitures électriques de luxe. Ils vont en construire 20 000 cette année avec un prix très très élevé, 160 000 $ la voiture. Des performances, je peux vous dire, de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, ça me semble très rapide. Des très belles voitures, mais surtout en fait, si on regarde le programme de construction de ces nouvelles voitures lucides sur les 3 ou 4 prochaines années et qu'on regarde le prix par voiture comparé à Tesla, c'est des voitures par rapport à la capitalisation de Lucid qui vont être en gros estimées 3 fois moins chères par le marché que les Tesla. Donc je ne vous dis pas qu'il faut acheter forcément ce titre aujourd'hui. Je pense qu'il faut se positionner sur un moment où il va y avoir un nouvel acteur dans les voitures électriques. Et quand on voit un titre baisser de 40% sur des prises de profit, il ne faut pas oublier que ce titre que vous voyez sous les yeux était en hausse de 500% en une année. Quand vous voyez ce titre baisser, vous commencez à vous dire, est-ce qu'il baisse pour des bonnes raisons ? Les raisons là, c'est des prises de profit, mais vous commencez aussi à vous dire, où est-ce qu'on va être dans plusieurs années ? Dans plusieurs années, il me semble que Lucid va valoir beaucoup plus que les 8 milliards de capitalisation en bourse que le marché lui donne en ce moment. Un titre qui recule très très fortement, c'est le moins qu'on puisse dire. Grégory Volokin nous accompagnait depuis Mescart Financial Services. Merci beaucoup Grégory. Recommandations bien sûr d'investissement à horizon moyen long terme comme chaque après-midi. Bonne journée chez vous à New York. Wall Street toujours en très très nette baisse, notamment le Nasdaq de plus de 3%. Tesla perd 6% dans le sillage du Bitcoin qui est sous les 47 000 $ en ce moment. Le CAC fait mieux que résister. Il est stable, notre CAC 40. Il d'ailleurs signe la meilleure performance en Europe actuellement. BFM Business,